Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin à 8h18, c'est Maud Bailly, bonjour, directrice générale de Sofitel, Sofitel Legend, M Gallery, Emblème, ce sont les marques haut de gamme du groupe Accor. On sort d'une période exceptionnelle, période de Jeux Olympiques évidemment, qui a porté l'euphorie générale en France. Est-ce que vous l'avez retrouvé dans vos hôtels? Quel bilan vous faites de cette saison? L'été a été très bon mais contrasté. On a eu à Paris un mois de juin un peu tristouné avec la météo. Le début du mois de juillet, un peu attentiste avec le contexte politique et puis la période pré-olympique. Et fin juillet, le mois d'août, explosion, très grande performance, beaucoup de rayonnement. Au-delà de Paris, c'est Marseille qui a été la grande gagnante en France, la région PACA et aussi la région Bretagne. Donc un très bon été. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on revoit revenir la clientèle internationale. Dès octobre, et pour décembre on a des très jolies réservations avec des nationalités qui reviennent en force. Vous avez l'impression que là il y a un effet JO déjà sur la clientèle internationale? Ah oui, j'en suis convaincue. Ah oui. Les JO ont été une vitrine supplémentaire pour la France et on voit revenir de manière beaucoup plus conséquente les États-Unis, le Brésil et même la clientèle japonaise. Est-ce que la French Touch a le vent en poupe auprès de cette clientèle internationale, Maud? La France est une marque en soi. Et ça fonctionne. Vous vendez la France? Ça refonctionne parce qu'on avait quand même perdu beaucoup de cette clientèle internationale. Alors vous avez raison, surtout quand on imagine qu'on peut vendre maladroitement la France, avec de l'arrogance, un côté donneur de leçons. Là, quand on vend la France... Un service qui n'est pas toujours là aussi, hein, pour la clientèle asiatique, qui estime que... toujours un challenge. À Paris notamment, ça peut être compliqué. Oui, c'est vrai, parce que c'est un métier exigeant. On ne vend pas des sacs à main ou des bâtons de rouge à lèvres, on vend une expérience. Après, pour revenir à votre question sur le service français et le rayonnement de la France, oui, il y a une manière d'être qui est une signature française, une appétence au beau, une manière d'apprécier, d'aimer la vie dans toutes ses dimensions, dans la literie par exemple, la restauration, l'art de la table, le design. Cette façon d'appréhender le beau dans toutes ses dimensions, dans l'hôtellerie française, ça marche. Et il y a une French Touch qui est dans la promesse même de la marque Sofitel. En fait, c'est 60 ans cette année et on n'a jamais autant signé d'ouverture de Sofitel. On va en avoir en Égypte, au Vietnam, en Espagne, au Portugal et donc on sent que la promesse de la signature française a encore de beaux jours devant elle. Ce qui veut dire que vous avez besoin, vous, que la France rayonne, au-delà même des questions économiques, mais l'image de la France à l'international est très importante pour vous. Elle n'est pas toujours glorieuse, il y a des fois où l'image de la France est abîmée, écornée. Pour vous, ça a un impact direct sur le business? Alors, ce qui est sûr, c'est que quand les JO de Paris 2024 mettent en avant une vitrine formidable pour notre pays, un mélange d'excellence, de tradition, de créativité, de liberté, d'impertinence, de capacité un peu humaniste à relier les êtres. Oui, c'est bon pour nos marques parce qu'on a la chance de vendre les plus françaises des marques de luxe. Mais c'est bon pour vos marques quand elles sont au Mexique, par exemple. Bien sûr. C'est ça qui est fascinant. Bien sûr, parce qu'au Sofitel de Mexico, vous allez retrouver à travers le Sofitel à la fois la culture française dans la gastronomie, la haute croissanterie, des choses comme ça, mais aussi une fusion assez savante avec la culture locale. On ne vient pas écraser la culture locale, on vient avoir une touche française qui se mêle à la culture locale. Et j'avais demandé il y a 2 ans, quand j'ai pris cette fonction, à nos propriétaires s'il y avait encore un intérêt à avoir une marque qui incarnait la touche française. Et c'est un critère de choix encore majeur, et pour les propriétaires et pour les clients. Et aux États-Unis aujourd'hui? Et aux États-Unis, la bonne nouvelle, c'est que Sofitel a à nouveau le vent en poupe. On a annoncé en juin dernier la rénovation du Sofitel de New York, le Sofitel de Montréal, le plus connu, le fameux, mais du coup le plus symptomatique, le remarquablement placé aussi. Il n'y a pas que l'histoire. Oui. Hein, et donc on aura le plaisir dans quelques mois, d'ici la fin de 2025, d'avoir un Sofitel flambant neuf qui sera une superbe vitrine de l'excellence française aux États-Unis. Les 2 derniers hôtels que vous allez ouvrir, Sofitel Cotonou, c'est au Bénin. Il va y en avoir un aussi au Kenya. Est-ce que c'est l'Afrique, le relais de croissance, ou est-ce que c'est ailleurs? On parle beaucoup de l'Inde. Alors, le Kenya, c'était la semaine dernière et c'est un M Gallery, mais c'est la plus française des collections des boutiques hôtels, donc ça marche quand même. Sofitel Cotonou au Bénin, en présence du président de la République en décembre, absolument. On a aussi un projet de Sofitel aux Comores et l'Inde explose. On vient de signer un Sofitel à Jaipur et on a un autre très beau projet de Sofitel à Jaipur dans un palace, mais je ne peux pas vous en dire plus. Bon, beaucoup de projets de développement. Maud Bailly, il y a un marché qui est très important pour le luxe et qui est plutôt en baisse, c'est la Chine, à cause de directives notamment venues du parti. Le luxe ostentatoire n'est plus vraiment le bienvenu en Chine.
Quel est l'impact pour une marque comme Sofitel ? Vous avez raison. Alors, il faut savoir que la Chine est un marché émetteur très important pour nous. Nous avons 23 Sofitel en Chine, dans son périmètre élargi. Et donc, la notoriété de la marque est très forte en Chine. Pour moi, il y a deux réponses à votre question. Au niveau domestique, au niveau national, oui. Il est vrai qu'on va voir, et on l'observe déjà, on va avoir une tendance baissière, une sobriété accrue dans la consommation des biens de luxe en Chine. Mais inversement, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même beaucoup la clientèle chinoise qui voyagent à l'étranger, et là, on la voit revenir au même titre que les États-Unis, que les Brésiliens, que les Japonais. On voit de plus en plus de clientèle chinoise dans nos M-Galeries et nos Sofitel. Donc on peut profiter du luxe à l'extérieur et sur le marché intérieur, on reste plutôt discret, c'est ça? Il me semble. Pendant ce temps-là, en Ile-de-France, on a des idées. En janvier, la taxe de séjour passera de 1 € à 3 € par personne dans un hôtel 1 étoile et de 5 à 15 € dans un palace. Ça fera une hausse de 200% qui servira à financer les transports publics franciliens. Vous dites, bon, 15 à 5 €, je pense que votre clientèle peut payer. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'idée même de cette taxe? Dans le principe d'une taxe, on parle toujours d'affectation. Nous ne sommes pas contre un principe de taxation, à condition qu'il soit juste, concerté avec la profession, et que l'affectation de ces ressources serve la promotion touristique dans une logique de cercle vertueux. Il faut simplement s'assurer qu'il n'y a pas un détournement de l'affectation de la taxe, et que par ailleurs, la taxation ne devient pas lourde au point d'être contre-productive et d'avoir un effet négatif sur l'attractivité des établissements. Cette tendance, on la voit un peu partout. On la voit aussi dans d'autres pays européens. Il y a une taxe climat en Grèce. Encore une fois, c'est une notion de seuil. On est bien conscient qu'il y a un contexte aussi de ressources publiques supplémentaires à aller chercher, mais il me semble que la concertation et la pertinence de l'affectation sont des conditions incontournables. Est-ce qu'elles sont réunies aujourd'hui? Il ne me semble pas. 15 € pour un palace sur des nuitées qui vont de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros. C'est insensible ou ça joue? 15 € pour un palace, comme ça peut paraître dérisoire, mais encore une fois, au-delà du montant... C'est pas la première hausse de taxe. Oui, voilà, il y a un principe de pertinence de ce à quoi cette taxe va servir. Et puis, si on prend par exemple de mémoire... Oui. Est-ce que la taxe additionnelle relative au tourisme a vocation à financer les transports? Est-ce qu'il fallait créer cette taxe dans la région sud-est pour financer la ligne grande vitesse? Vous préférez que ce soit pour l'attractivité de la région? L'attractivité ou du développement durable? Des mesures de développement durable. Bon, les transports, Oui, mais alors on peut avoir aussi des mesures d'aide à la certification, à l'accélération des énergies renouvelables. Pour moi, c'est encore un point de débat. Et encore une fois, la concertation me semble indispensable. On parlait des palaces, mais je crois que j'avais vu une simulation pour une famille avec 2 enfants. Dans un hôtel 3 étoiles, l'augmentation de la taxe fait monter à peu près de 5 à 28 € la taxe par nuitée. Ça commence à être conséquent. Il ne faudrait pas que ça se retourne contre le secteur en perdant de la clientèle et donc en faisant perdre des ressources à l'économie du pays. Un mot sur un des grands thèmes de cette rentrée politique, économique, c'est la hausse des salaires, Maud Bailly. On a parlé d'une hausse à 1 600 € pour le SMIC, notamment. Pour un groupe hôtelier comme le vôtre, est-ce que c'est tenable ? Oui, c'est tenable parce qu'il faut aussi être honnête. On est dans un contexte d'inflation, comme on a observé après le Covid. Rappelez-vous qu'après le Covid, avec les syndicats professionnels, on avait déjà acté une hausse assez conséquente des salaires. Oui. Là, on se retrouve... Qui était sous les minima de branche aussi. Il y avait, oui, donc il y avait un effet de rattrapage dans un contexte où les gens s'interrogeaient sur le sens, l'alignement, la raison d'être de choisir l'hôtellerie. On est dans un contexte d'inflation, on constate que ça va quand même plutôt se normaliser. Est-ce que ça me choque d'avoir une hausse du SMIC pour que les gens puissent bien vivre dans un contexte où les prix ont aussi augmenté? Non. La guerre des talents existe toujours. Les problématiques ressources humaines sont toujours présentes ou un peu moins? La guerre des talents existera toujours. Nous, on est une industrie qui repose sur les talents, le service. Vous en parlez tout à l'heure. Le luxe, c'est 2 choses, un magnifique produit et une attitude. Vous dormez dans un superbe hôtel, s'il n'y a pas le service, s'il n'y a pas le sourire, s'il n'y a pas l'attention personnalisée, ce n'est pas de l'hôtellerie et encore moins du luxe. Donc la guerre des talents, c'est le nerf de la guerre de l'hôtellerie. Je trouve que par rapport à la fin du Covid, la pression s'est un peu détendue, elle a baissé. Oui. Maintenant, dans certains secteurs comme la restauration, ça reste un challenge. Raison de plus pour savoir présenter une marque, une culture, une promesse, une signature française attractive.
Maud Bailly, on cherche du monde pour aller à Bercy. Il semble que ça soit le ministère le plus difficile à remplir. Il y a ceux qui disent non, on a des listes, mais on ne sait pas qui va dire oui. Vous avez été, vous, au cabinet de Manuel Valls. Ça ne vous fait plus du tout envie? Je crois que c'est pas trop la question. Déjà, je me suis rendu compte que le public, aussi noble soit-il, n'a pas le monopole de l'intérêt général. Quand on a la chance de travailler chez Accor, qui est quand même un fleuron français, avec 5600 hôtels, et moi j'ai la chance de m'occuper des marques les plus françaises, des marques de luxe du groupe, j'ai un petit peu l'impression de servir mon pays et de vendre du cocorico. Vous avez plus d'impact? Vous avez l'impression dans le privé que dans le public? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on a plus d'impact. Les sujets ne sont pas les mêmes. En revanche, on ne peut pas dire que basculer dans le privé nous prive totalement d'impact à vocation publique. Et est-ce qu'en tant qu'ancienne fonctionnaire, vous conseilleriez à vos anciens camarades de faire ces échanges entre le public et le privé, quitte à peut-être vous-même retourner dans le public un jour? Moi, je me méfie de tout ce qui est trop rigide. Je trouve que c'est un grand enrichissement d'alterner des secteurs différents parce qu'on apprend et on développe sans doute une tolérance, une compréhension des milieux plus fines. J'ai eu la chance de faire 10 ans en tant que haut fonctionnaire. Maintenant, je sers un fleuron privé, mais quand même public, cocorico. Qu'est-ce que je ferai après? Je ne sais pas, mais en tout cas, plus on brasse les regards et les expériences, plus je pense qu'on les a même de comprendre en fait ce qui se passe pour de vrai.